Chaque dimanche à 9h. Bienvenue à tous, vous êtes au grand rendez-vous. Un rendez-vous, un duo, des idées portées par des invités triés sur le volet. Non, n'exagérez pas, n'amplifiez pas. Politique, politologues, acteurs sociaux, journalistes, experts de tout poil abordent des questions d'actualité évoquées avec professionnels et sans tabou à travers des explications, analyses et commentaires sur les actes posés et la parole entendue. C'est l'idéologie. C'est le grand rendez-vous sur Soleil FM. Wilfried Adou et Virgile Arouancet assurent le service après-vente de l'actualité sociopolitique. Le grand rendez-vous, 90 minutes d'antenne pour aller plus loin dans l'actualité. Le grand rendez-vous, Wilfried Adou, Virgile Arouancet. Grand rendez-vous, le service après-vente hebdomadaire de l'actualité sociopolitique sur Soleil FM. Comme ce fut le cas dimanche dernier, Virgile Arouancet ne sera pas de la partie. Ce matin, il continue de prendre des forces pour nous revenir plutôt bientôt en bonne forme ou en pleine forme. En revanche, nos invités sont bien au rendez-vous. Wilfried Léon Oumbouidji, directeur de la communication à la présidence de la République. Arimi Djoubaré, conseiller technique à la communication du président de l'Assemblée nationale. Monsieur, bonjour. Oui. Bonjour Wilfried. Bonjour Wilfried. Alors, au-delà de vos titres respectifs, vous êtes tous deux des analystes politiques et c'est aussi à ce titre que vous êtes ce matin les invités de ce numéro 146 du Grand Rendez-vous. Je vous remercie d'être venus participer à cet exercice d'explication, d'analyse et de commentaires de l'actualité sociopolitique vue dans le prisme des actes posés et de la parole entendue. Entre autres sujets, nous évoquerons le programme d'action du gouvernement qui a fait l'actualité cette semaine, la communication gouvernementale, les dernières décisions du gouvernement sur le foncier et vos opinions respectives sur le regard critique des syndicats relativement à la gouvernance talon. Alors, il est difficile, vous en convenez, de faire la rétrospective de l'actualité de cette semaine sans évoquer l'affaire qui, depuis vendredi soir, laisse plus d'un concitoyen perplexe, l'histoire de la cocaïne dans un conteneur au port de Cotonou. Wilfried Léon Oumbouidji, l'affaire est importante, mais à part le représentant des forces de l'ordre, les Béninois n'ont pas vraiment entendu la parole officielle. Pourquoi ? La parole officielle, c'est-à-dire ? On n'a entendu personne officiellement expliquer ce qui se passe. Vous savez bien qu'il y a au moins le ministre de la Justice qui devait dire quelque chose. Le ministre de la Justice, c'est le gouvernement. Et ça, c'est pas une affaire du gouvernement. Je voudrais d'abord faire observer que c'est le genre d'affaire dont la gravité interpelle tout un chacun. En raison de la nature des faits évoqués, mais aussi en raison de la stature de la personne en cause dans cette affaire-là. Et on peut comprendre légitimement les réactions qu'il y a ici et là, les supputations qui se font ici et là. Ce qu'on comprend le moins, c'est l'imagination fertile de certains de nos compatriotes à vouloir forcément voir tel ou tel dans l'affaire, à imaginer des réunions secrètes ici ou là. En somme, tellement d'incongruité que on n'est pas dans la sérénité qu'il faut pour aborder ces questions-là. Et je voudrais dire, mon opinion personnelle, c'est que Monsieur Sébastien Adjavon, c'est un illustre béninois qui compte sans doute parmi les plus connus, les plus importants. Et cela ne devrait laisser personne indifférent. Mais après, nous sommes tous des citoyens de ce pays. Et nous sommes dans un pays dont j'ai coutume de dire qu'il n'est pas encore suffisamment, sinon qu'il n'est pas encore une nation. Et que nous devrions travailler à le transformer en nation et à en consolider les bases. Lorsqu'on entend certains commentaires, certaines allusions qui ne valent pas la peine d'être, on doit s'inquiéter de notre niveau collectif d'éducation et d'appréciation des faits. Nous sommes dans un pays qui se veut démocratique, où la séparation des pouvoirs est de mise. Et c'est pour ça tout à l'heure je vous demandais en répartie quelle parole officielle vous vouliez entendre. La justice et des corps spécialisés impliqués dans l'affaire sont en train de faire un travail. Nous souhaitons tous qu'ils aillent vite, qu'ils finissent et qu'ils livrent à l'opinion les tenants et aboutissants de cette affaire. Et donc, il ne s'agit pas pour le gouvernement de se mêler de cela, comme pour aucune autre institution de s'en mêler. Et il faut rappeler à l'attention des uns et des autres que la Constitution du Bénin garantit la présomption d'innocence et dit que l'on est présumé innocent jusqu'à ce que notre culpabilité ait été établie au cours d'un procès régulier.
par les cours et tribunaux. Donc, en l'absence de tout ça, les supputations qui vont dans tous les sens n'ont pas leur raison d'être. Il faut vous parlez considérer... de supputation, Wilfried Léon. Pour certains, cette histoire est invraisemblable. Pour d'autres font prévaloir la thèse du complot, ou dit même par le gouvernement. Pour vous, rien de tout ça ne s'est passé. Alors, voyez-vous, on vous dit thèse du complot ou dit par un gouvernement. Si on interroge les faits, les personnes en présence, Monsieur Sébastien Adjavon, c'était un candidat à la présidentielle de cette année, début d'année, arrivé 3e, qui a soutenu le président Talon pour la victoire. Nous sommes dans l'hypothèse où il ne s'agit même pas d'adversaire. Nous sommes dans une hypothèse où il ne s'agit même pas d'adversaire politique. Donc, on peut déjà s'interroger, a priori, sur quelles pourraient être les raisons d'un gouvernement et de son chef qui a bénéficié de l'appui de cet homme dont des représentants sont au gouvernement pour s'en prendre à lui. Maintenant, je vais vous dire une chose. Parce que quand j'entends, moi, vous avez rappelé que je suis journaliste par le passé. Il y a 3 mois seulement. Enfin, on ne gagne pas de ça. Hein? Non, il y a 3 mois seulement, Wilfried Adou. Il y a 3 mois seulement, j'ai été amené à couvrir au port, dans le même port de Cotonou, une affaire d'arraisonnement de cocaïne pure. Et si vous allez consulter les publications de La Nation et de quelques journaux sur la période, vous verrez ça. Il s'agissait de quoi? Le port nous appelle un jour, ils disent nous avons une affaire. Je suis allé avec mon collègue, mon éminent collègue photojournaliste, Gracien Capot. Nous avons passé toute une après-midi au port de Cotonou à voir les gens en train d'opérer. Au CETID, unité mixte du port, et puis le DSLD, en train d'opérer. Ils nous ont dit nous avons des soupçons forts sur un conteneur venant du Brésil. Qui transportait quoi? Qui transportait de la machine de scierie. Tout simplement. Mais comment vous pouvez savoir? Ils nous disent, non, nous d'abord, ce genre de machine, parce qu'en tant que journaliste, on a poussé notre curiosité. Nous on est d'abord surpris qu'une machine de scierie vienne du Brésil. Habituellement, on sait d'où ces choses-là arrivent. Donc, premier indice. Et puis on fouille, on interpelle quelques mises en cause, on les cuisine, et ils finissent par avouer que oui, vous savez, on n'a que 5 kilos dedans, et ils proposent de l'argent aux responsables de l'enquête pour leur dire oubliez cette affaire, on pourrait vous donner jusqu'à 400 millions. Je rappelle que ce que j'ai vécu là, je n'étais même pas encore dans mes fonctions actuelles, j'étais journaliste. Ils proposent 400 millions pour oublier l'affaire. Les autres disent non. Mais on fouille. Ils ont fait venir un soudeur au port de Cotonou pour scier les machines. Partout où il pouvait y avoir un creux où l'on peut soupçonner qu'on cache quelque chose dedans, ils ont découpé pour s'assurer qu'il n'y avait rien. À l'arrivée, toutes les machines découpées, pas une trace de cocaïne. Ils disent non. Mais si ces gens-là nous ont avoué, nous ont proposé de l'argent, cela confirme nos soupçons. On ne peut pas laisser tomber l'affaire comme ça. Nous allons faire venir les chiens renifleurs. Ce qu'ils ont fait, ce jour-là, on a soulevé le conteneur. Après l'avoir éventré, donc le dépotage effectué, on soulève le conteneur pour voir si ce n'était pas caché en dessous. Rien à nouveau. Et puis finalement, c'est dans des palettes de bois. Vous voyez les cadres de bois qu'on fait pour soutenir les matériels qu'on transporte. C'est dans les palettes de bois que le produit a été retrouvé. Ce bois a été creusé méthodiquement. Le produit emballé soigneusement, glissé à l'intérieur, le bois refermé. Et si vous n'êtes pas vigilant, cela vous passe sous le nez. À l'arrivée, c'était plus de 70 kg de cocaïne pure estimée à 44 milliards de francs CFA. 2 individus avaient été pris. Voyez la quantité, voyez le montant. Ça n'a pas fait autant de bruit. Si ça fait du bruit aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une personnalité que nous connaissons tous qui, hélas, a été impliquée dans l'affaire. Maintenant, nous espérons tous, et je le dis, il est présumé innocent. Nous espérons tous, et c'est mon vœu le plus profond. Nous espérons tous qu'à l'arrivée, on dira, M. Adjavon a été malencontreusement mêlé à cette affaire et il sera libre de ses mouvements. Maintenant, laissons les gens faire leur travail et venir nous rendre compte de ce qui s'est passé. Arimi Choubari. Oui, monsieur le Wilfried. Oh, oui, monsieur. Ah ben oui, j'ai emporté par votre échange là et puis... Alors, vous avez été emporté par les explications de... Non, vos échanges entre Wilfried, donc je... Il y en a un avec eux et un sans eux. Ok, ben, quelle est la question pour moi alors? Eh bien, la question, qu'est-ce que vous avez à dire sur ce sujet qui défraie la chronique depuis vendredi? Non, enfin, normalement rien, parce que je ne suis... Enfin, je ne sais pas très bien à quel niveau je pourrais avoir même des choses à dire sur le sujet. Mais... Je suis frappé par la violence des discours aujourd'hui sur autour de cette affaire. Oui, je veux bien avoir une pensée positive comme mon frère et ami Wilfried Léon pour dire que tout va bien se passer et que à la fin on découvre que c'est une méprise. Mais
le mal est déjà fait. Hein, le mal est déjà fait. Vous suivez aujourd'hui, on n'a même pas l'impression que, à des moments quand vous lisez des choses, c'est comme si le président Diavo n'est plus béninois ou que le président Talon n'est plus béninois. Une telle violence dans les prises de position, dans les accusations, dans ce qu'on lit, dans ce qu'on entend passer. À quoi cela est-il dû de votre Oui, on ne peut pas continuer à faire la confusion des gens dans ce pays. On ne peut pas continuer à faire... c'est quoi la confusion des gens? Oui, c'est ça, l'argent dans la politique. L'argent dans la politique. Il a raconté tout à l'heure qu'on a surpris 70 kg de drogue dans un conteneur, tout ça là. Mais ça n'a pas eu autant de remous, ça n'a pas fait trembler la République comme avec 18 kilos seulement. Il y a un gros problème. Oui, si le président Diavon n'était pas ce qu'il est, il est arrivé 3e au dernier présidentiel, et puis... président du patronat quand même, et partenaire du président de la République en fonction. Et vous voyez très bien que... l'un des plus grands opérateurs économiques du pays. Oui, aujourd'hui... Tout cela compte, c'est important, et c'est bien pour cela que on observe tout ce vacarme qui est orchestré autour de l'affaire. Oui, beaucoup d'analystes, Rémi Tchoubari, beaucoup d'analystes insinuent, Sébastien Diavon, lui également d'ailleurs, dans sa déclaration soutient que cette affaire serait cousue de fil blanc et surtout qu'elle serait politique. Vous n'en croyez rien non plus. Je vous dis que c'est la part de la politique dans ce problème-là qui gêne. On ne peut pas continuer. Vous savez, ce n'est pas la première affaire. On a eu affaire... Mais dès le début de l'affaire, il me semble qu'on l'a déplacé et imposé l'affaire Artéry directement sur le terrain politique. Oui, mais vous savez qu'il y a une célèbre affaire empoisonnement au Bénin. Et pourtant, le Bénin n'a pas connu qu'une seule affaire de tentative d'empoisonnement. Mais celle-là, particulièrement, a fait les vagues que vous connaissez. Aujourd'hui, on est dans une affaire de drogue avec ce que vous connaissez. Et tout le temps, c'est mêlé à la politique. C'est ça qui est gênant. On ne peut pas comprendre. Qu'est-ce qu'on aurait dû faire? Oui, mais il y a aujourd'hui le problème de financement public des partis politiques qui se pose. Pour qu'on puisse séparer, on ne peut plus continuer à faire ce mélange de gens tout le temps. On ne peut pas continuer. Chaque fois qu'il y a une grosse affaire, vous savez, au Bénin aujourd'hui, les affaires, la politique, le crime. Hein, et puis avec toute cette reine, cette médisance dont on a parlé tout à l'heure, mon ami, c'est terrible, c'est effroyable. Mais est-ce que les réseaux sociaux, parce que là nous sommes sur un terrain de communication, est-ce que les réseaux sociaux n'y ont pas contribué d'une certaine façon? Parce que revêtus de l'anonymat, ce n'est pas que les réseaux sociaux, les gens peuvent faire des déclarations et dire un certain nombre de choses. Ce n'est pas que les réseaux sociaux, parce que, écoutez, d'ici demain, vous verrez peut-être déjà dans les journaux. C'est parce que nous sommes dans une période où les journaux ne paraissent pas que, bon, on n'a que les réseaux sociaux, mais entre nous, hein, on a des conversations. On a quand même quelques bribes. Donc demain, la violence dans les écrits se portera à la une des journaux, c'est ça? Oui, mais ça m'étonnerait qu'il n'y ait pas un prolongement de ce qui se déroule actuellement dans les journaux classiques. Et même à l'extérieur, vous avez suivi les dépêches qui viennent de partout. Ça, c'est pas les réseaux sociaux. Et donc, on doit comprendre qu'aujourd'hui, il faut séparer la politique des affaires. On ne peut pas continuer à faire ce mélange de gens et s'en sortir. Si bien qu'un problème qui pouvait être réglé entre, par d'autres voies, devient pratiquement un problème national. Et tout le monde se défoule, vous avez vu, il y a même eu quelques échauffourées dans les rues, etc. Parce que c'est un leader politique, certains s'identifient à lui et ne peut pas supporter et tout ce qui lui arrive en ce moment-là, même si par ailleurs, il devait être innocenté et relâché. C'est pas compréhensible pour certains de voir leur leader aller dormir dans les locaux de la gendarmerie dans ces conditions-là, juste parce que on est en train de faire des enquêtes. Certains ne pourraient pas comprendre ça. Et il aurait fallu qu'il reste tout simplement un homme d'affaires, pour que il y ait quand même un certain détachement des populations par rapport à la fête, quand bien même tout le monde est intéressé, et par la suite que cela va donner. Et vous savez, c'est récurrent au Bénin. C'est récurrent au Bénin que le crime, la politique, les affaires et tout ça, c'est comme si c'est de ça que nous vivons dans le pays. On a l'impression qu'aujourd'hui au Bénin, oui, quand vous voyez un peu de l'extérieur, au Bénin, on ne vit que de ça. Et si vous voulez devenir président de la République, j'ai toujours coutume de dire aux gens, si vous voulez devenir président de la République, n'allez pas chercher à avoir des idées. Allez en Colombie, au Brésil, justement, et revenez nous, et puis vous serez président de la République. Je ne sais pas si c'est ça que les gens ont entendu, qu'on a commencé par ouvrir la filière du Brésil. Mais tout ça, là, pour moi, c'est vraiment gênant.
il faudrait que la politique revienne aux politiciens et que ceux qui ont envie de faire des affaires continuent à faire les affaires. Alors, les avocats de M. Adiavon, gardés à la gendarmerie depuis 48 heures, dénonçaient hier dans une conférence de presse une détention arbitraire. Vous êtes tous deux des juristes. Est-ce qu'à votre avis, les procédures sont tout au moins respectées dans cette affaire, Wilfried Léon Mouidji? Je ne suis pas sûr d'être qualifié pour vous dire si les procédures sont respectées ou pas. Par contre, j'ai entendu des choses. Tout à l'heure, vous avez évoqué la question des réseaux sociaux. Vous me permettez d'intervenir là-dessus. Mais sur la question des avocats, hier, j'ai entendu sur une radio ou deux de la place, un avocat dire que au Bénin, la garde à vue, c'est 24 heures. J'ai entendu ça. C'est une erreur. Et c'est la preuve qu'ils peuvent se tromper, que tout le monde peut se tromper. La garde à vue, c'est 48 heures. Et elle peut être prorogée jusqu'à 8 jours sur autorisation du procureur de la République. Il faut le dire, il faut faire œuvre d'éducation pour nos populations. Et c'est ce que je voudrais faire à propos des réseaux sociaux. Parce qu'il y en a beaucoup, hélas, d'utilisateurs de ces outils au Bénin qui pensent que les réseaux sociaux, c'est un no-law land. C'est un espace de non-droit où on peut écrire et dire tout ce qu'on veut. Quelqu'un signe anonyme, on vous signe, source proche de la présidence de la République. Lu pour vous. Lu pour vous, ainsi de suite. Lu pour toi. Et j'ai même lu très tôt ce matin, quelqu'un qui signe au nom d'un réseau d'activistes du web proche de la rupture, qui aurait été appelé à la présidence hier. Mais enfin, il y a même des dépêches signées BBC Afrique. Et depuis quand BBC fait des dépêches, vous êtes bien placé. Je me suis permis d'aller sur le site de BBC. Vous êtes bien placé pour savoir ça. Donc nous devons éduquer, faire œuvre pédagogique à l'endroit de nos concitoyens pour leur dire que, voyez-vous, je fais une parenthèse, aux États-Unis, ils sont en pleine période électorale. Il y a 2 candidats, dont la favorite qui est du Parti démocrate. Les démocrates sont au pouvoir actuellement. Et il y a quelques heures seulement, on annonce que le FBI décide d'enquêter à nouveau sur l'affaire des emails impliquant la candidate démocrate. Si ça se fait ici, c'est le pouvoir politique. Si là-bas, peut-être, c'est les républicains qui étaient aux affaires, ils s'en seraient trouvés pour dire « les républicains veulent nous titiller ». Voilà, c'est les démocrates qui sont là. Dans ces pays-là, même l'enfant de 5 ans, l'enfant qui est au CI, il sait que la justice est séparée du pouvoir exécutif et du législatif. Oui, et que si on interpelle quelqu'un... Est-ce que les contextes ne sont pas différents? Les contextes sont sans doute différents. Et quand moi j'invoque ça, ce n'est pas pour blâmer, c'est pour faire œuvre d'éducation. C'est pour que nous comprenions qu'il y a des principes qui régissent ces affaires-là. C'est tout. Oui, Arimi, sur les questions de procédure. Oui, on ne peut pas ne pas entendre et comprendre les avocats. Ils sont dans leurs droits, c'est leurs clients. Et oui, la procédure, pour je préfère ne pas faire le spécialiste de quoi que ce soit ici et me comporter en profane. Je constate que pour une affaire au port, on va prendre quelqu'un, on le détient. Ensuite, j'ai pas très bien compris le va-et-vient entre la brigade et l'OCETID. Après, il revient. Et puis, oui, c'est un peu gênant. Et puis, vous savez, dans l'imaginaire populaire au Bénin, quand on vous met en garde à vue un vendredi, c'est pour régler des comptes. C'est pour qu'on soit sûr que vous allez y rester pendant tout le week-end. 24 heures, 48 heures ou pas. On sait très bien que vous allez rester au moins jusqu'à lundi. Hein? On a fait ça avec les syndicalistes par le passé. Les journalistes aussi. On a fait ça avec les journalistes par le passé et tout le monde connaît la méthode. Alors qu'on vient à constater la même chose avec... bon, peut-être que c'est une coïncidence. Mais c'est une coïncidence quand même qui en rajoute à la suspicion de tout un chacun. Alors, il y a, Arimi l'évoquait tout à l'heure, il y a eu quelques échauffourées dans Cotonou, dans cette affaire où l'intoxication et la manipulation prennent du volume. Est-ce que l'absence d'information pour rassurer les citoyens n'est pas quand même curieuse? L'information que vous espérez doit venir de ceux qui sont en charge de cette affaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la justice ou les services qui mènent l'enquête doivent pouvoir, dans la proactivité, informer l'opinion. C'est vrai que, et vous le rappelez, les contextes ne sont pas les mêmes. Si ça avait été en Occident aujourd'hui, avec les moyens dont ils disposent et toutes les exigences, très tôt, les acteurs qui mènent l'enquête, indépendamment
du secret qui entoure ce genre d'affaires serait intervenu pour donner au moins les éléments fondamentaux. Notamment les procureurs, on voit ailleurs. Donc, on espère bien que, je me dis, ils attendent aussi de rassembler le maximum d'éléments possibles. Moi, j'espère que dans les prochaines heures, en tout cas en début de semaine, j'espère, comme la plupart des Béninois, que nous aurons des informations officielles nous permettant d'apprécier au mieux cette situation. Oui, beaucoup de nos concitoyens reprochent à l'équipe gouvernementale le défaut ou l'insuffisance de communication. Je suis désolé d'avoir... Cela n'a rien à voir. Ce qui se passe actuellement, ce qui se passe actuellement n'a rien à voir avec l'équipe gouvernementale. Oui, et vous devez par ailleurs, observer que même ce procès qui était fait au gouvernement s'estompe depuis peu. Ah oui? Parce que, oui, vous remarquez très bien qu'il y a de plus en plus d'explications. Nous sommes à Radio Soleil. Et tout à l'heure, vous suivrez sur Canal 3 à 10h30, le ministre de la Santé expliquer longuement ce que c'est que l'affermage, les réformes envisagées dans le secteur santé. Vous suivrez à 10h sur une autre télévision, Golf TV, le responsable de l'ANDF, l'Agence nationale du domaine et du foncier, pour expliquer les décisions qui sont intervenues dans ce secteur. Et cela se poursuit. Vous avez vu dans la semaine, le ministre de l'énergie, le DGSBE, qui sont allés expliquer des faits intervenus, les dispositions prises, ce qui se passe à Avakpa, où les populations étaient déconnectées de l'énergie électrique, ce qui a été fait jusque-là pour régler le problème, le matériel convoyé depuis Lomé qui va faire que tout cela va rentrer dans l'ordre. Vous devrez reconnaître à la vérité que les lignes ont commencé à bouger. Oui, Arimé, sur le sujet de la communication. Non, mais écoutez, le dépositaire de la communication gouvernementale est présent, donc vous n'avez pas à me demander à moi. Non, je vous demande pas d'apporter une réponse, mais je vous demande de faire part de vos constats. Qu'est-ce que vous avez constaté? Enfin, vous avez remarqué l'évolution dont il parle. Oui, évidemment. Il y a un changement positif, oui, peut-être. Le déchaînement, enfin, de la population, je ne dirais pas la population, c'est-à-dire que le déplacement du problème depuis, enfin, du cadre judiciaire sur le terrain politique, pour moi, c'est qu'à la fin de tout ça, il faut qu'on tire enfin les grandes conclusions. Il ne faudrait pas que demain, il y ait encore... vous savez, on a plein de gens... oui, mon ami a parlé de Clinton aux États-Unis, mais on ne poursuit pas les hommes politiques là-bas pour des histoires de crimes, de drogue, etc. Hein? Ça peut être des problèmes de gouvernance, de collusion, pas mafieuse aussi, oui. Oui, d'éthique. Mais c'est nous, on va chercher les politiques dans la mafia. Il faut que ça cesse. Il faut qu'on tire enfin les grandes conclusions et qu'on sache que la politique, l'argent doit avoir une traçabilité en politique et que n'importe qui... Vous savez, aujourd'hui, pour nos petits-enfants, pour devenir grand quelqu'un au Bénin, il faut aller chercher l'argent. Pas n'importe quel moyen. Hein, quelqu'un me disait hier, on ne devient jamais riche par le travail. Hein? Et c'est pas n'importe qui. Il dit au Bénin, on ne peut pas devenir riche par le travail. On devient riche comment? Je ne sais pas, vous et nous, on travaille. Est-ce que nous avons pu accumuler de la richesse? C'est peut-être lui qui a raison. Et puis, comme je l'ai dit, il n'y a pas de problème d'avoir une vocation de devenir riche, homme d'affaires, tout ça là. Mais il faut éviter la confusion des gens. Il faut vraiment éviter qu'on mène tout dans la politique. Lorsque quelqu'un a un comportement déviant, on dit « Ah non, oui, c'est la politique ». Si quelqu'un fait de la drogue, on dit « Ah oui, tout ça là, non, mais c'est la politique ». On sait très bien comment ça se passe. Et tout le monde, aujourd'hui, admet qu'au Bénin, l'argent qui sert à faire de la politique, c'est de l'argent du crime, de l'argent du détournement, l'argent du vol. Donc, il suffit de voir l'Assemblée nationale. Il y a beaucoup quand même d'hommes politiques à l'Assemblée nationale qui, ma foi, ont des choses à se reprocher sur le terrain auquel vous faites allusion là, et ce sont quand même aujourd'hui des modèles de réussite sociale et politique. Oui, et puis la frustration vient du fait que pendant la campagne, surtout le président Patrice Talon a très, très clairement estimé qu'on ne peut pas continuer à faire de la politique de cette manière-là. Mais 6 mois après, on continue de faire la politique de la manière qu'il décriait. Donc c'est même là que la frustration naît. On se dit, mais on s'en sort quand est-ce qu'on va s'en sortir? Bon, c'est une question à laquelle ceux qui sont habilités vont répondre. Le grand rendez-vous. Alors, cette affaire de cocaïne a réussi à ravir la vedette à l'actualité phare de la semaine, le programme d'action du gouvernement. 7 grands axes, 299 projets, 77 réformes et le coquet montant d'environ 10 000 milliards d'investissements en 10 ans. D'abord, il convient de clarifier une question. La version de ce programme publié sur les réseaux sociaux est-elle authentique, Wilfried Yangoumbédi? Je suis bien placé pour vous dire qu'elle ne l'est pas.
Et j'ai vu, hélas, quelques publications servir aux lecteurs une certaine version intégrale du programme d'action du gouvernement. Non, c'est probablement un premier draft qui a été jeté il y a quelques mois et que les gens avaient déjà récupéré et puis ils ont balancé. Je dois avouer que toute cette semaine, tous les commentaires qui ont été brodés sur ce sujet l'ont été sur la base de ce document publié sur les réseaux sociaux. Non, il y a eu une publication officielle, une communication officielle du Conseil des ministres du mercredi dernier, à l'issue duquel nous avons eu les grandes lignes du programme d'action du gouvernement. Certains organes de presse m'ont appelé personnellement pour me demander tard dans la nuit si ce qui circule là était vraiment cette version qu'il faut prendre. J'ai dit non, vous n'imaginez pas, Wilfried Adou, pour l'expérience vénérable que vous avez maintenant, vous n'imaginez pas que un tel document, j'avais dit précieux, et grand, ambitieux, ferait l'objet d'une communication en catimini, qu'il sortirait et qu'on ne le porte pas politiquement, qu'on ne le présente pas à l'opinion et que ce soit sur les réseaux sociaux que des gens aillent le prendre. Moi, j'ai regretté personnellement que c'était donné dans ce sens. Maintenant, ce qui est utile, ce n'est pas les déviances qu'il y a eu autour, c'est le contenu du projet lui-même. Et le ministre d'État le rappelait. Observez que c'est un projet ambitieux. 9 039 milliards sur les 5 ans. Et ce que le ministre d'État n'a pas dit mercredi dernier, c'est que sur les 9 039 milliards, il y a 889 qui sont déjà acquis. Ça veut dire que on ne dormait pas pendant 6 mois. On travaillait à rechercher déjà des sources de financement. Vous l'avez dit, parce que 889 milliards sont déjà acquis. Ah oui? Comment ça s'est passé ça? Dans le silence? Ah mais vous verrez bien quand le projet va être porté officiellement dans quelques jours à la face de l'opinion et vous verrez tous les acteurs majeurs autour de cela. C'est 299 projets, avons-nous dit, dont 160 prioritaires déjà en cours et à renforcer. 94 nouveaux projets prioritaires et 45 projets phares qui vont être portés. C'est dans ce programme d'action du gouvernement de grands travaux urbains pour 1600 milliards de francs CFA. Et je ne donnerai pas de détails ici. Encore une fois, les voies les plus autorisées vont porter le projet à la face du monde. Mais comment atteindre cela? Il y a 3 piliers majeurs. Le renforcement de l'état de droit, de la démocratie et de la gouvernance. Engager ensuite la transformation structurelle de l'économie béninoise à travers les investissements massifs qui vont se faire dans des secteurs clés pour porter l'économie. Et quand on a fait ça, la conséquence qui en découle, c'est l'amélioration des conditions de vie des Béninois. Voilà les 3 piliers majeurs autour desquels ces investissements vont se faire. Et quand ils vont se faire, parce qu'ils vont se faire, on constatera tous que le Bénin aura engagé la transformation structurelle de son économie et cela devra se ressentir sur le panier de la ménagère et dans nos différentes poches. Oui, 299 projets de développement, les critiques les plus virulentes portées contre ce programme d'action du gouvernement se rapportent au manque de détails et du chronogramme de sa mise en œuvre. Il se dit que c'est une compilation de bonnes intentions agrégées dans le but de faire. Si au bout de 6-7 mois, un gouvernement en vient à ne faire qu'une compilation de bonnes intentions, je crois qu'il ne mériterait pas sa place. Attendez que le projet soit porté officiellement à la face de l'opinion et puis vous apprécierez s'il y a un chronogramme, si les sources de financement sont identifiées et alors on pourra accepter si les critiques comme ça se fondent sur le réel, on pourra les accepter. Mais pour le moment, je vous dis qu'elles n'ont pas leur raison d'être. Très bien. Arimi Choubari, le programme d'action du gouvernement nous a été annoncé cette semaine. Bon, jusque-là, on a vu une version... le directeur de la communication à la présidente de la République vient de nous dire que ce n'est pas la version authentique et donc nos confrères dans les médias ont brodé des commentaires sur un document qui n'était pas authentique. C'est ce que cela veut dire. Je ne comprends pas. Vous savez, personnellement, j'ai reçu un document. Mais rassurez-vous, ce n'est pas par les réseaux sociaux, ce n'est pas par les... l'authentique. Les confrères. Non. Je ne sais même pas si c'est... Je ne sais même pas ce que c'est. Parce que je viens d'entendre, bon, je préfère ne plus me hasarder. Le document qui est sur les réseaux sociaux, c'est 23 pages. Oui, mais s'il vous plaît, Wilfried Adou, Arimi Choubari, vous êtes des journalistes, vous avez été journaliste d'une manière ou d'une autre. Et vous savez très bien que ce qui circule sur les réseaux sociaux là, il y a déjà 3-4 mois, on l'a eu, hein. Et moi, je l'ai toujours sur mon portable. Ça fait 3-4 mois. On ne peut pas avoir disposé de ça depuis et n'attendre que le 26 octobre pour dire nous avons adopté notre projet. J'ai dit c'était sans doute un draft
un premier draft qui a été ébauché dans un des ministères concernés par le travail et qui a pu fuiter et les gens l'ont récupéré pour, in fine, maintenant venir dire voilà le programme d'action du gouvernement. Oui, mais est-ce que la démarche adoptée par le gouvernement elle-même ne prête pas flanc à ce genre d'intoxication qui s'observe sur les réseaux sociaux notamment et qui sont relayés malheureusement par certains médias? Est-ce qu'il n'aurait pas été bien que avant de faire cette annonce, le gouvernement produise le document de sorte que dès lors que l'annonce est faite, les gens disposent du document directement? Mais non. Est-ce que cela n'aurait pas évité mais non, voyez-vous, il faut contextualiser le débat. Observez que depuis que le gouvernement est en place, le communiqué du Conseil des ministres est produit généralement 48 heures ou un peu plus après. Parce qu'il y a en place un processus de validation qui voudrait qu'à la fin, le document ne souffre d'aucune insuffisance. Et c'est pour éviter que les populations soient privées d'informations que le ministre d'État prend sur lui, quelques heures après le Conseil des ministres, d'en livrer la substance en attendant la publication du communiqué officiel. C'est dans ce cadre-là, et vous reconnaîtrez avec moi qu'il ne peut pas, dans ce contexte, venir avec le document et dire à l'opinion, le voici. Mais tout au moins, annoncer à l'opinion que le gouvernement a adopté son programme d'action pour le quinquennat, je pense que c'est le minimum auquel les populations devraient s'attendre de la part d'un gouvernement sérieux. Et il faut dire que le gouvernement, il travaille avec méthode, avec organisation et rigueur. C'est ça qui fait justement qu'on a évité de confondre vitesse et précipitation en allant étape par étape pour aboutir à l'adoption de ce programme-là. Alors, il a été également annoncé 77 réformes à Arimi Djoubaré, quand on sait que les changements même les plus souhaités ont leur part d'amertume et que les Béninois sont particulièrement réfractaires au changement. Le gouvernement ne devrait-il pas craindre là d'effaroucher nos concitoyens et de se rendre rapidement impopulaire? Non, pas effaroucher. On ne peut pas leur annoncer qu'ils seront heureux bientôt. Et ils vont commencer par se fâcher. Je comprends pas. Bientôt à travers 77 réformes, c'est ça? Oui, on a dit qu'il y aura combien de 100, je sais pas, les chiffres, excusez-moi, il y a plusieurs centaines de projets, des milliers de milliards, quelques centaines déjà mobilisés. Mais bon, on devait être dans la joie. Donc, cette annonce ne devait pas effaroucher. Il n'y a pas de problème. Je parle des réformes. Réformes. Non, alors, quand on voit les quelques réformes qui sont en train de prendre corps progressivement, les gens n'accueillent pas ça avec oui, pour les réformes, souris bananes. Oui, quand même. Pour les réformes, je crois que c'est à la Teresa qu'on peut vraiment apprécier. Au démarrage, c'est vrai que quand on parle de réforme, pour le moment, on n'a pas vu grand-chose. On a juste vu des mesures conservatoires, suspension, mise en place de comités par-ci, par-là, etc. Annonce, bien entendu. Mais des réformes en tant que telles, bon, pour le moment, on n'en a pas vu beaucoup. Et donc, et puis quand on prend des mesures conservatoires, forcément, il y avait des acteurs qui étaient là, et qui auraient souhaité que, bon, ça continue comme auparavant, et qui peuvent être déçus quand on a mis un thème à la pratique d'avant. Mais à l'atterrissage, nous ne sommes pas encore dans le débat. On ne peut pas dire que... Oui, je sais, on a dit, le ministre de la Santé, il a déjà commencé par expliquer... Je crois qu'il devait être sur une radio en ce moment pour expliquer... Non, c'est une télé. Il a fait une radio en semaine. L'affermage, etc. Donc, mais, à l'atterrissage, on veut bien voir. Mais tout ce qu'on a compris pour le moment, c'est que les privés vont être introduits dans les hôpitaux, des trucs de ce genre-là. Et voilà, donc on attend que les acteurs eux-mêmes apprécie la justesse. Vous savez, c'est ce que je disais par rapport aux réformes politiques. Quand on a voulu faire les réformes au niveau de la santé, on n'a pas invité la population. Pourtant, la santé, ça concerne tout le monde. Lorsqu'on a voulu faire les réformes par rapport au port, aux véhicules d'occasion, etc., on n'a pas réuni tout le monde pour dire... C'est ce que vous aurez souhaité? Non, mais par rapport à la réforme politique. J'ai vu toute la précaution. C'est une précaution. Où on veut que, on a dit, la Constitution, c'est pour tout le monde est concerné. On a mis... tout le monde ne travaille pas. On a mis... Oui, mais c'est ça que je vous dis. En politique, tout le monde n'est pas politicien. Non plus. Oui. Et c'est pas pour mettre en place une nouvelle Constitution. La Constitution, elle est déjà en place. Et les pratiquants, ceux qui l'ont exercé, ceux qui l'ont éprouvé doivent comprendre mieux que quiconque ce qui les a toujours bloqués ou les a toujours gênés. Et on leur dit, proposez-nous ce qu'on pourrait faire pour améliorer. Mais dans un premier temps, on a réuni tout le monde. On a même l'impression que les vrais acteurs
ont été dessaisis. Hein, et puis, vous voyez, ça traîne. Par contre, dans les autres domaines, on a déjà mis en place les réformes. Il y a même certaines réformes qui sont déjà en train de produire des effets à entendre des fois les commentaires des membres du gouvernement que des réformes ont été mises en place et qui produisent déjà des fruits. Et pourquoi à ce niveau-là, justement, ça n'a même pas encore commencé. Et on continue de faire de la politique comme auparavant. Au départ, vous avez vu qu'il y a la plupart des partis politiques qui sont presque mis en sourdine pour voir ce qui va apparaître. Et comme rien ne venait, les gens ont repris à faire, ils ont repris les mêmes méthodes, les mêmes manières comme auparavant, avec tous les déboires que nous subissons aujourd'hui. Et donc, bon, moi, par rapport aux réformes d'office, le président Patrice Talon avait déjà annoncé, au cours de la campagne, qu'il vient pour réformer, pour partir. Donc ça ne devrait pas inquiéter les gens. Non, ça ne devrait pas inquiéter. Étonner nos concitoyens. Non, pas du tout. C'est vrai que sur chaque réforme, on peut avoir un débat. On peut avoir des débats sur chaque réforme et apprécier, mais dans l'ensemble, on ne peut pas dire les réformes c'est une bonne chose ou c'est une mauvaise chose. C'est à la télé ça qu'on comprendra si le bilan a été vraiment transformé qualitativement ou si les réformes ont battu de l'aile. Le grand rendez-vous. Alors, continuons sur l'élan des réformes en parlant à présent des dernières décisions du gouvernement en matière foncière. Il y a eu d'abord la suspension des travaux de lotissement sur l'ensemble du territoire national, puis la décision se rapportant à la gestion des domaines privés de l'État. Sur le sujet, certains analystes qui disent maîtriser le droit foncier estiment que la décision du gouvernement ouvre droit à un contentieux que l'État perdra à coup sûr. Qu'en dites-vous? Ben, attendons de voir si l'État perdra. Et c'est une occasion que vous me donnez pour signaler que par rapport aux inquiétudes de Arimi, voilà un chantier par exemple où les acteurs et les spécialistes ont été consultés. Peut-être que tout le monde, comme dans les autres domaines, n'a pas pu être consulté, mais je vous certifie qu'il n'y a pas de réforme majeure qui ait été engagée sans un minimum de précaution et de discussion avec les acteurs. Sur le foncier, la question est tellement cruciale que quand vous entendez les vrais spécialistes, la question, ils vous disent, et je ne vous apprends rien par ailleurs, ce qui se passe dans notre pays en la matière, c'est effarant. Et il fallait taper du poing sur la table. C'est ce que le gouvernement a fait. Et par rapport au retour du domaine public de l'État dans le patrimoine de l'État, en tout cas à la constatation de la nullité des opérations qui ont été effectuées, je voudrais qu'on lève définitivement l'amalgame, les équivoques autour de la question. Allons-y. Il se fait qu'il y avait un référentiel de prix datant de 1964 qui indique à quel coût le mètre carré doit être vendu sur ces côtés-là de la berge de notre pays. Mais depuis 2013, le Bénin a un code foncier domanial qui dit, en son article 313 justement, que à l'avènement avec le code, il n'y aura plus de vente de domaine public de l'État sur la base d'un référentiel datant de plus de 3 ans. Suivez bien la démonstration, datant de plus de 3 ans. Et que par ailleurs, en tout état de cause, dit le texte, toute vente qui interviendrait dans ces conditions-là serait nulle et de nul effet. Le gouvernement n'a pas annulé les ventes qui ont été opérées en août, à partir de août, après août 2013. Le gouvernement n'a pas annulé. Le gouvernement a constaté la nullité. Parce que pour annuler, c'est une procédure, c'est les tribunaux. Le gouvernement constate sur la base des tests dont la clarté ne se discute pas que le gouvernement précédent s'est fourvoyé en opérant des ventes comme il l'aura fait. Mais est-ce que l'État n'est pas une continuité? Oui, mais si l'État est oui, mais ceux qui vous disent bien que l'État est une continuité, ils voudraient donc que l'État continue à faire des erreurs. Ils voudraient que l'État continue à faire des erreurs ou à brader son domaine. L'État est une continuité, mais la continuité ne veut pas dire que s'il y a erreur, l'on ferme les yeux et que l'on continue à s'enfoncer dans l'erreur. On dit que ces domaines ont été bradés à 1200 ou 2200 le mètre carré. Francs selon les cas. Depuis 2013, vous l'avez dit, il y a un code foncier qui prévoit un certain nombre de choses. Mais est-ce que le code Wilfried Adon, justement, le gouvernement a déjà actualisé. Et le gouvernement actuel, même s'il n'avait pas actualisé, le gouvernement ne veut pas vendre maintenant. C'est s'il veut vendre, il y a un référentiel. Et vous avez oublié qu'il y a un mois, en juillet ou août, le Conseil des ministres avait annoncé justement cette question-là. Et on a un nouveau référentiel. Quand vous consultez le collectif budgétaire 2016,
c'est-à-dire la loi de finances rectificative que le gouvernement a fait adopter à l'Assemblée nationale, cela y est compris. Donc, que ceux qui vous disent l'État n'a pas actualisé, non, le référentiel existe. Mais ce que je vous dis là, c'est basique. Vous prenez notre constitution relativement à la question des 2 mandats présidentiels. Il vous dit que, en tout état de cause, ou en aucun cas, nul ne peut faire plus de 2 mandats présidentiels. Vous vous rappelez cette disposition? Quelqu'un peut avoir fait 2 mandats consécutifs. Il peut avoir fait 2 mandats consécutifs et ne pas être frappé par la limite d'âge. Il n'a plus le droit d'être candidat, même s'il rêve en couleur. En tout état de cause. Il peut faire un seul mandat, être débarqué du pouvoir. Et entre-temps, il est frappé par la limite d'âge, il ne peut pas aspirer à un second mandat. S'il n'est pas frappé par la limite d'âge, il peut revenir. S'il gagne, dans ce cas-là, il ne fera qu'un seul mandat ajouté au premier et ça fait 2. C'est du même ordre. On vous dit qu'avec l'avènement du code foncier domanial, vous n'avez plus le droit de faire ça. Et vous l'avez fait. Vous constatez que c'est nul et de nul effet. Et le débat est clos. Alors, Rémi Djoubaré, quand on connaît l'attachement des Béninois à la terre et que les personnes, ces acquéreurs qui se disent propriétaires de ces domaines privés de l'État ne doivent pas se croiser les bras, est-ce qu'on n'a pas à craindre que justement ceux qui parlent de contentieux qui mettraient l'État en difficulté ont raison? Non, le problème c'est l'autorité ou l'organe qui doit constater la nullité. Si c'est un tribunal qui doit constater la nullité, donc il revenait tout simplement au gouvernement de saisir l'autorité qui doit constater en versant à l'autorité les éléments qui peuvent fonder sa décision. Mais si c'est pas le gouvernement qui devait prononcer la nullité et que les gens ont l'impression que c'est ce qui se passe, il doit y avoir des remous. Et c'est pour ça. Le problème est de savoir quelle est la valeur juridique de la décision du gouvernement. Est-ce que... Oui, mais il a dit, le gouvernement n'a pas prononcé la nullité, puisque c'est une autre procédure. Mais le gouvernement constate la nullité. Non, justement. Le gouvernement n'a pas constaté la nullité, puisque c'est le gouvernement qui a opéré l'acte. Hein? Et les ayants droit... Ce n'est pas le gouvernement qui a opéré l'acte. Ils ont acquis le domaine auprès de l'État. Ah oui, mais ce n'est pas ce gouvernement qui a opéré l'acte. Je ne parle pas du président Patrice Talon. Moi, je parle du gouvernement en tant qu'institution. Non, l'institution, c'est la présidence de la République. Le gouvernement n'est pas l'institution. L'institution a posé l'acte. En tout cas, et avait la plénitude de ses compétences à l'époque en attribuant à quelqu'un un domaine sur la base d'un contrat qu'ils ont convenu entre eux sur la base d'un document qui serait erroné. Hein? Donc si entre-temps le gouvernement constate que ces actes-là ont été pris à tort, il saisit l'autorité compétente, c'est-à-dire la justice, pour dire je vous demande de faire constater la nullité de ces actes-là parce que. Mais c'est pas, je ne reviens pas au gouvernement et dire oui, je vous ai vendu les parcelles. Entre-temps, mais aujourd'hui je constate que ces mêmes parcelles ne sont pas... Enfin, la procédure n'était pas conforme, donc je reviens, je vous reprends. Il y a forcément un problème. Et donc si... Donc il y a un problème de démarche à votre avis. Tout à fait. Et donc non, mais actes... Je précise. Le gouvernement n'a même pas encore dit je vous reprends ça. Le gouvernement a ouvert même le champ aux personnes concernées de venir se conformer au référentiel qui est là et qui fixe les prix actuels. Le gouvernement a ouvert, bien sûr. Vous lisez le communiqué du Conseil des ministres. Donc on n'est plus dans la nullité. On est dans la nullité justement pour dire que tant que vous avez opéré sur cette base-là, l'opération n'a pas de valeur. Pour qu'elle ait de valeur maintenant, c'est que vous vous conformez à ce qui est fait. Attention. En réalité, c'est de ça qu'il s'agit. Il y a une nécessité d'actualisation de cours. Et ça a été fait avant. Attention, pour acquérir le domaine public de l'État, ça ne peut pas être limité à des questions de sous. Parce que nous sommes nombreux à avoir cette terre-là, ça dit qu'on doit nous soumettre à la concurrence. On ne peut pas dire parce que quelqu'un de fait avait déjà occupé les lieux que il vient régulariser. Sinon, à votre avis, qu'est-ce qu'on devrait faire? On annule tout et puis on recommence. C'est nul. Si c'est nul, c'est nul. Merci pour la suggestion. On ne peut pas demander aux gens de venir se mettre à jour. Alors que nous sommes nombreux à avoir besoin de ces parcelles-là. Ces parcelles-là. Donc nous aussi, on en a besoin par ailleurs. Non, mais c'est de ça que je parle. Et donc, je parle de nous qui n'en avons pas encore. Et donc, on ne peut pas dire, parce que les autres sont déjà là, qui viennent se conformer, alors qu'on sait très bien que l'acte est nul. Si l'acte est nul avec les conséquences du droit. On ne peut pas dire, on les rappelle pour qu'ils viennent payer, etc. Comme si auparavant, la procédure était réglementaire. Et donc c'est par rapport à ça que déjà, certains ne vont pas dire, écoutez, il ne peut même pas faire ce qu'il faut là.
au besoin, si jamais il y a des actes qui sont posés conformément à la décision du gouvernement, ce sont ces actes-là qui pourraient être déférés devant la justice. Et vous voyez ici, il y a une complexité du dossier qu'il ne faut pas occulter quand on fait l'appréciation. Et on aurait bien aimé dire oui, c'est nul, et définitivement nul, comme on l'a dit, sans inviter personne à quoi que ce soit. Et il s'en serait trouvé pour dire chasse aux sorcières, ceci ou cela. Mais en l'espèce, il s'agit d'immeubles. Et des gens ont commencé à réaliser dessus. Vous parcourez la Belge et vous voyez. Donc, vous parcourez la Belge et vous voyez. Donc, il y a deux options. Comme l'État constate que c'est nul, il reprend ses terres, il fait raser tout. Vous imaginez. Mais dans le même temps, il dit, pour éviter ça, ceux qui sont en mesure et qui voudraient se conformer aux normes, ils vont se conformer. Ceux qui ne peuvent pas, l'État constatera alors qu'ils auraient été défaillants. Et là, le gouvernement aurait montré toute sa bonne foi sur la question. Non, le gouvernement veut faire du droit en constatant qu'il y a l'unité. Donc il a eu beau. Oui, mais comment on peut pas nous dire en tout temps qu'il faut faire une gymnastique sur les immeubles, etc. Je comprends la logique de l'arrivée. C'est pas. Écoutez, c'est pour dire qu'on aurait pu déférer les actes devant l'autorité compétente. Et là-bas, on va tirer les conséquences du droit qui suit. Mais on ne peut pas commencer. Si le gouvernement rentre dans cette combine, parce que ça, c'est une combine où on dit écoutez, venez payer votre immeuble, etc., on veut préserver. Ce sont des individus qui seront en position. Et rien n'exclut que là encore, il y a des petits trucs qu'on va constater. Et là, on va prétexter de la complexité du dossier. Soit on veut faire du juridique comme on a commencé, et on va jusqu'au bout. Ou bien on dit, bon écoutez, on vient pour régler un problème social, on fait une commission, on fait des propositions pour le règlement, etc. Et là, on rentre dans un autre contentieux. Mais ici, on veut prononcer, on a retour à 1964, on a recours au code foncier. Et puis après, on dit, bon, il y a complexité, venez, on va négocier pour arranger. Alors, il y a un problème. Et donc, certains seront bien fondés à tout moment de déférer la décision devant la juridiction compétente. Et après, en ce moment-là, l'État peut commencer par, comment appelle-t-on, régler des contentieux. Et de contentieux en contentieux, peut-être que c'est une très bonne mesure, mais parce qu'on n'a pas pris les actes qu'il faut, on se retrouve après être sur le banc des accusés. Très bien. Alors, nous allons changer de sujet sans pour autant nous éloigner des réformes. Nous sommes dans le littoral, ce département, cette commune-département où opère un préfet qui s'appelle Modeste Toboula, qui, n'est-ce pas, joue sa part de réforme et qui agit sur le terrain, qui bouge les choses, qui change les choses. Quelle appréciation faites-vous de ce que fait ce préfet qui est quelque peu atypique quand même? Je ne sais même pas pourquoi on nomme un préfet pour une ville. C'est un département. Je sais pas. Bon, oui, c'est vrai, nous sommes dans une fiction juridique. Mais on prend un préfet pour une ville, la ville a un maire, le préfet se sent oisif, il débarque dans les arrondissements, il fait tourner dans les arrondissements, il débarque dans les quartiers. Oui, on devait avoir, mais un arrondissement n'est pas une commune. Un quartier n'est pas une commune. Or, aujourd'hui, le préfet, s'il veut faire ça tourner, il est obligé d'aller seulement à Ouagadougou, il retourne chez lui. Pour un préfet qui toute l'année, tout le rôle qu'il a joué, c'est d'aller à Ouagadougou et de revenir, rester dans son bureau. Je vais prendre un exemple ici. Le préfet est en train d'opérer des casses dans la ville. Il en a fait quelque part vers la Rivière la dernière fois. Il y a assisté. Lui-même, il était sur les lieux. Non, c'est pour vous dire que le préfet il est oisif. Donc, bon, enfin, laissez-moi poser ma question, vous allez répondre. Alors, il est là et puis je l'ai vu assister à tout cela. Mais on s'est interrogé, mais pourquoi est-ce qu'il fait ça? Certains ont répondu que, bien évidemment, c'est parce que la ville montre une sorte de complaisance vis-à-vis d'un certain nombre d'opérateurs ou de personnes dans Cotonou, que le préfet a jugé bon de prendre ses responsabilités. Est-ce que vous partagez cette opinion? Non, si il pense que la mairie ne fait pas bien son boulot, je crois qu'il y a oui, il y a ce qu'ils appellent c'est pas une procédure de substitution où le préfet peut aller exécuter à la place du maire une activité qu'il devait faire mais qu'il n'a pas fait, etc. Et donc, comme je vous dis, c'est un préfet oisif. Il dit qu'il connaît les tests, le préfet Modeste. Oui, il connaît les tests, l'administrateur civil, il connaît les tests. Et donc, je l'ai suivi comme un lion dans une cage ici, il y a quelques jours. J'ai vu la manière, la fougue avec laquelle il défendait sa posture. Et moi, je le comprends. Je le comprends. Syndicaliste, tout chaud bouillant, qui débarque à la préfecture
comment on dit? Ville commune. Préfecture. Ville préfecture. Et voilà. Et donc, il fait dans tous les sens, il tape partout, etc. Parfois, on lui tape sur les doigts, il continue. Et ça n'arrête pas. Bon, j'espère que... Et puis, vous avez vu, apparemment, la mairie a fait profil bas, le laisse faire, sans... Enfin, vous auriez souhaité quoi? Un bras de fer de la mairie non, pas du tout. Et la préfecture? Non, pas du tout. Je crois que chacun essaie de tirer le meilleur de cette situation. Si le préfet arrive à faire bouger les choses, parce que je sais très bien que par rapport à des déguerpissements, la mairie a demandé le concours de la police, ne l'a pas eu. On l'a vu à Zongo à plusieurs reprises. Pourquoi ça? Je sais pas, à l'époque, vous savez ce que c'est. Le chef d'État dit, mais écoutez, moi je vais déguerpir les miens de Zongo, ils iront dormir où? Oui, mais ce chef de l'État n'est plus là depuis bientôt 7 mois. Donc la mairie aurait pu faire ça, plutôt que de laisser le préfet aller à sa place, non? C'est pour ça que vous dites si aujourd'hui il y a un préfet qui est d'accord pour mettre... C'est celui qui est détenteur de la police dans le département. S'il arrive, ou bien s'il est favorable à ce qu'on fasse intervenir la force publique, pour régler des problèmes, il n'y a pas de problème. Vous savez très bien que c'est parce que la mairie n'avait pas cette assistance de la police qu'il y a eu le débat sur la police municipale. Une police municipale qui a été expérimentée ailleurs et qui a même été supprimée. Et bien qu'on a dû dupliquer ici parce qu'à un moment donné, il y avait un problème de collaboration entre la police nationale et la mairie. Très bien. Alors, Wilfried Léa Oumbeyi, les critiques les plus virulentes qui sont formulées contre... le préfet Modeste Oboula laisse penser que très rapidement dans Cotonou il rendrait le chef de l'État impopulaire parce que c'est de lui qu'il reçoit ses ordres et qu'il agit sans méthode et avec brutalité, même si on doit lui reconnaître sa détermination à ce préfet qui veut bouger les choses. Est-ce que vous avez conscience de ce risque-là pour le chef de l'État? Non, c'est pas un risque. De mon point de vue, le chef de l'État n'a pas peur et il n'a pas à avoir peur d'être impopulaire. Et le chef de l'État que moi j'ai eu l'occasion d'entendre quelquefois ne me semble pas prédisposé à avoir peur. Et il ne me semble pas à ce jour que la mairie de Cotonou se soit offusquée de l'action du préfet. Et il faut se demander quelle est la finalité de ce qui se fait. Est-ce que cela contribue à améliorer la donne dans la ville de Cotonou? Et je crois que si on regarde bien au fond, on peut déplorer la fougue, comme vous dites. On peut déplorer l'ambition peut-être trop grande comparée à ce que nous avons vécu ces dernières années où c'était vraiment l'attentisme et tout ça. On peut peut-être être gêné par ça. Mais moi, je demande qu'on interroge la finalité. Maintenant, si ce que fait le préfet est manifestement illégal, il y a des instances qualifiées pour apprécier. Et j'engage tous ceux qui ont intérêt là à déférer ces choses-là devant les instances. Parce que c'est comme ça qu'on construit l'état de droit. Nous sommes un état de droit, c'est vrai, mais c'est des efforts continus qu'il faut faire pour arriver l'état de droit. Pour pratiquer, pour arriver à un niveau tel que définitivement les choses soient faites avec rigueur dans les normes. Il se peut qu'il y ait des biais, et cela est humain, mais c'est la responsabilité des instances qualifiées de redresser les torts des uns et des autres. Donc pour le moment, je me fie à la finalité de ce qui est fait et je veux en profiter pour dire à nos amis, à nos concitoyens qu'il y a un prix à payer pour obtenir l'amélioration des conditions de vie. Voyez-vous, le préfet, en relation avec le ministère du cadre de vie et du développement durable, ont commencé à sensibiliser depuis des mois pour dire par exemple qu'il y a certaines artères qui doivent être dégagées d'ici à la fin de l'année. Si il n'y a pas eu de couac dans l'organisation, peut-être que depuis la semaine dernière, ils ont commencé à faire des marquages par endroit pour dire c'est à dégager. Il va s'en trouver pour s'entêter à rester là. Et quand ça va arriver en fin d'année, ils vont dire ils ne nous ont rien dit, ils sont mauvais, ils sont méchants. Non, sensibilisons, éduquons les populations. Je crois que c'est notre responsabilité collective. De toute façon, on observe avec grand bonheur que les alentours des établissements scolaires sont dégagés et pour le bien et la sécurité des enfants, c'est déjà cela. Alors, un autre sujet, je sais que vous deux, vous êtes des adeptes de la liberté de penser, de dire, et ce que vous avez pratiqué depuis des années. Les mouvements d'étudiants sont interdits ou les étudiants sont interdits d'activité à travers leur mouvement sur les campus. Jusque là, ça a suscité un grand tollé. Apparemment, on vous a pas entendu sur le sujet. Vous avez un petit commentaire à faire? Moi, j'ai signé une chronique par rapport à la liberté, c'est du vent.
prononcé allègrement La liberté du vent. prononcé allègrement par le ministre de la Justice. Oui, bien sûr. Oui, tout à fait. Enfin, la liberté, c'est du vent, ça ne s'attrape pas. Oui, tout à fait. Je suis d'accord avec lui. Je suis d'accord avec lui. Il dit, même si nous en avions la volonté, on ne pourrait pas le faire. Néanmoins, ils l'ont fait. C'est-à-dire oui. Ils ont emprisonné la liberté, voulez-vous dire? Ce sont des associations. Si on devait réglementer, s'ils avaient des activités qui gênaient la République, ce n'est pas le gouvernement. Il y a les instances, on peut même prononcer leur cessation définitive d'activité. La réglementation, il n'y a pas, je ne sais pas à quel niveau, sur la base de quelle thèse le ministre a estimé, a justifié qu'on puisse réglementer les activités d'une association. Mais il se dit que l'université, autant que l'aéroport, le port autonome de Cotonou, les marchés internationaux, etc., les camps militaires sont des territoires particuliers où l'État central peut intervenir lorsqu'il y a péril. Est-ce que vous n'intégrez pas cette dimension-là? Parce que les Béninois, ça alerte... Vous avez vu avec quelle facilité vous avez parlé de marchés internationaux? Ce qui fait qu'aujourd'hui, la présidente de la République gère des marchés dans Cotonou. Je comprends pas. C'est la présidente qui gère ça? Vous parlez de la présidence ou vous parlez du ministère? Oui, enfin, c'est le gouvernement, le président, le gouvernement. Le gouvernement, c'est pas la présidence. Non, attendez. Quand il dit le président de la République, vous savez très bien de quoi il s'agit. Sojema, c'est nommé en conseil des ministres, etc. Et je me souviens très souvent, pas sous le président actuel, vous avez un célèbre directeur de marché qui recevait, qui disait oui, dès que j'ai constaté, j'ai appelé le chef de l'État et qui m'a dit de faire ci, qui m'a dit de faire ça. Mais oui, et ça a toujours été ça, parce qu'on a décrété que des marchés sont des marchés internationaux, ce que moi je ne comprends pas. Bon, il va falloir que ceux qui comprennent quelque chose tout à fait, vous l'expliquent. Voilà. Wilfried Léon-Béji sur le sujet. On a vu Joseph Diogbenou, Séraphin Bangbata, Jacques Ayadi, Osvaldo Meki, tout ce beau monde-là qu'on connaît comme des activistes de la liberté, donner une conférence de presse pour expliquer et essayer de rassurer les gens et tout ça. Vous n'y étiez pas, sans doute, mais je sais que vous avez une opinion sur le sujet. Activiste de la liberté, j'en suis aussi. Et j'aurais pris toutes mes responsabilités si... une seule seconde, j'avais eu le sentiment que la décision du gouvernement visait à enfreindre aux libertés publiques. Vous avez fait ça? J'aurais fait ça. Vous me connaissez d'ailleurs. En l'espèce, de quoi il s'est agi? Et on ne reviendra pas sur tout ce qui s'est passé au campus. Non. Mais si vous vous rappelez le contenu du communiqué du Conseil des ministres, il fait état d'un certain nombre de faits de comportement gravissimes et attentatoires par ailleurs à la liberté et aux libertés des autres. Que des responsables, que des organisations d'étudiants adoptent des comportements, des pratiques qui visent à empêcher d'autres étudiants de jouir de leurs droits d'étudiants, de leur liberté de composer dans les salles de classe et mettent en péril leur vie, le devoir d'un gouvernement sérieux, c'est d'assurer l'ordre public. Et on parle bien ici d'ordre public et pas d'atteinte aux libertés. Et j'ai entendu. C'est vrai que l'ordre public et les libertés ne font pas toujours bon ménage. Et puis j'ai entendu. On dit non, le gouvernement est en train d'interdire les mouvements d'étudiants. Ça ne s'est jamais fait ailleurs. Je voudrais vous dire modestement, parce que vous avez rappelé tout à l'heure que Arimi et moi-même sommes juristes à la base. Moi, j'ai fait mes recherches quand cela est arrivé. Je vais vous renvoyer au site internet legifrance.fr et vous tapez. Vous allez découvrir que le 25 juillet 2013, le président de la République française a pris un décret pour dissoudre une association, l'œuvre française. Dissoudre. Ici, ce n'est pas encore dissous, on a interdit les activités. Donc, vous avez tout à l'heure mesures conservatoires. Le président de la République française a dissous cette association. Pour des motifs, je vous assure, quand vous regardez, c'est presque jumeau à ce qui se passe ici. Qui veut magnifier la pureté de la race française, alors que la France est un État composite. Et des formations militaires pour certains de ces gens. Radicalisation. Quand vous lirez le décret du 25 juillet 2013 en France, vous croirez que c'est un clone de ce qui se passait là-bas que des gens ont importé ici. Mais comme la France, c'est un État démocratique, c'est un État de droit, des gens ont saisi le Conseil querellé. Et le Conseil d'État
le 30 décembre 2014, c'est vrai que c'est une jurisprudence récente, c'est peut-être pour ça que beaucoup n'en ont pas connaissance et disent ça, c'est jamais passé ailleurs. Le Conseil d'État a décidé que, quoique pouvant concourir à restreindre les libertés publiques, la décision du gouvernement est valable en ce que les motifs invoqués sont justes. Donc, maintien de l'ordre public, préservation de l'ordre public et de la sécurité des uns et des autres. Ici, il y a eu beaucoup de bavardages, mais je ne sais pas si les gens se disent là. Moi, je ne fais pas que parler là. Je vous ai donné des références. Vous pouvez chercher. Très bien. Et donc, j'inviterai les uns et les autres à chercher et à se mettre en idée que le souci du gouvernement n'est pas d'empêcher quelqu'un d'organiser une association au campus, c'est de préserver la sécurité de la plupart, la grande majorité des étudiants et des usagers de nos campus. Le souci du gouvernement, c'est de les préserver. Très bien. Ceux qui ne seront pas d'accord avec vous, ce sont les responsables syndicaux qui, très envers ces derniers temps, ces responsables syndicaux ont exprimé tout le mal qu'ils pensent de la méthode de la gouvernance Talon. À les écouter, ils s'érigent même en rempart contre, je cite, les dérives liberticides et autocratiques. Je voudrais pas. De Patrice Talon, oui. C'est pas pour faire de la contradiction, mon ami. Il faut juste remarquer que depuis le 11 septembre aux États-Unis, les pays occidentaux, notamment la France, ont eu une série de législations qui leur permettaient de durcir un peu le contrôle des associations et des mouvements. Le Bénin n'a pas encore franchi ce pas. Et donc, on peut pas, déjà chez nous on est encore à la loi 1901. Hein, en France, on en parle juste pour rappeler le principe. Nous, on n'a pas encore sorti on n'a pas encore actualisé la pratique des associations, des mouvements, etc. pour les acteurs. Vous savez, aujourd'hui, il y a même des mouvements au Bénin, alors qu'aucun test n'organise. On parle même de mouvements politiques. Alors que chez nous, on n'a que les partis politiques, on n'a pas encore cette législation sur les mouvements politiques. Et néanmoins, bon, et donc si on devrait, le décret devait exister pour, comment vous appelez, pour réglementer ou organiser, réguler les activités des associations, il aurait fallu au préalable actualiser la législation. Et on ne peut pas nous dupliquer quelque chose qui se passe dans un pays confronté à des problèmes identitaires, des problèmes de terrorisme. Et on ne peut pas dupliquer comme ça ici, parce que, vous savez, c'est dans ce même esprit qu'on utilise allègrement ce que vous appelez les mesures exceptionnelles. Hein, l'article 64, je ne sais pas combien de la Constitution, on l'utilise à tout va. Or, la France, même qui l'a instauré, l'a utilisé, je crois qu'une ou deux fois, et puis vraiment dans le siècle passé, pas maintenant. Et, or, ici, c'est d'actualité, et chaque fois que le président est coincé, il va chercher, comment vous appelez, l'article 64 pour régler des affaires qui sont même déjà réglées par la Constitution. Et donc, il faut qu'on essaye. Il n'y a pas de problème. Si on trouve qu'aujourd'hui, la pratique des associations ne commence pas à porter des dérives, rien n'empêche de réviser la loi qui porte... qui est à l'origine de la construction des associations. Donc là encore, vous posez un problème de démarche. Tout à fait. Et ça, tout le monde serait d'accord. Hein? Très bien. Et en ce moment, on n'irait même pas jusqu'à aussi loin pour nous sortir des justifications juridiques pour expliquer ce qui se passe sur le campus. Très bien. Wilfried me dit, les syndicalistes, eux autres, ils ont fait référence, n'est-ce pas, à cette interdiction des activités des mouvements étudiantins sur les campus pour analyser avec les mots qui sont les leurs la gouvernance Talon qu'ils jugent liberticide et autocratique, et ils ne comprennent pas comment il fait ça alors qu'ils l'ont aidé, disent-ils, à prendre le pouvoir. Est-ce que vous avez suivi ça? Quel commentaire avez-vous à faire sur ce qu'ils ont dit? Non, il n'y a pas de commentaire à faire. Je viens de vous dire sur la question du campus, et j'ai eu l'occasion d'en débattre avec eux. Je vais vous dire les tenants et aboutissants, ce qui fonde un gouvernement responsable à opérer comme il l'a fait. Et là-dessus, de mon point de vue, il n'y a pas de débat. Les mesures exceptionnelles dont parle Arimi, il faut bien rappeler qu'on n'a pas encore pris de mesures exceptionnelles ici. C'est le siècle passé, comme il dit, si on doit parler ici au Bénin. Il n'est pas encore arrivé au président Talon d'invoquer l'article 68 de la Constitution. Donc, on n'y est pas à nous. Mais les syndicalistes, voyez-vous, c'est des citoyens. Et ils ont le droit de s'exprimer. Mais après tout ce que je dis, et moi j'ai toujours dit, j'ai l'avantage d'avoir toujours dit ça. J'ai l'avantage d'avoir toujours dit ça en étant journaliste. Je le redis encore aujourd'hui. C'est leur liberté de dire ce qu'ils veulent. Mais après, il faut qu'on assume ce qu'on a dit, nous tous. Et pour faire bien là,
pour faire bien, pour contribuer au renforcement de l'état de droit et de la démocratie, vous pensez que cette décision du gouvernement, elle est mauvaise, elle est attentatoire aux libertés publiques, déférez-la devant les instances. Si la Cour constitutionnelle demain, malgré les bonnes intentions qui ont animé le gouvernement, en prenant cette décision salutaire pour la sécurité de nos enfants et de nos frères à l'université, si la Cour constitutionnelle dit au gouvernement, oui, tu as certainement bien pensé, mais ta décision là, elle est mauvaise parce que elle nuit au droit des uns des autres et je la casse, le gouvernement prendra acte. C'est aussi basique que cela. Le gouvernement prendra acte. Donc il n'y a pas encore péril à demain. Alors, dernière question avant d'ouvrir le standard aux auditeurs. Le président de la République, dans son discours d'investiture, avait déclaré à Arimi Tchoubaré être prêt pour agir contre la corruption et l'impunité. Presque 7 mois après, on attend toujours de voir prendre forme l'engagement de son équipe contre ce fléau. Quels sont, à votre avis, les freins à la réalisation de ce vœu du président de la République? Non, généralement... le maillon faible de la lutte contre la corruption, c'est souvent la justice. Hein, si on n'a pas une justice capable de punir à chaque fois qu'on constate des manquements à la bonne gestion, vous convenez avec moi que aujourd'hui beaucoup de choses n'ont pas changé. Bon, il faut déjà asseoir une réforme de la justice pour permettre. Aujourd'hui les magistrats se plaignent qu'ils ont trop de comment on appelle, trop de pression au niveau du pouvoir. Vous avez suivi... Le gouvernement a annoncé le recrutement récemment. Oui, justement. Donc, quand il y aura cette vague, on espère qu'il y aura cette vague de magistrats qui va venir, les dossiers ne vont plus traîner, hein, et qu'il y aura une célérité dans le traitement des dossiers. Il y aura peut-être même une justice spécialisée dans la lutte contre la corruption. Et maintenant, on va s'occuper d'autres problèmes, des problèmes sociaux. Vous prenez par exemple, comment on appelle, les fonctionnaires. Hein, où l'État dépense des milliards pour les indemnités de logement, les indemnités de déplacement. Mais dans certains pays, qu'est-ce qu'on fait? On crée des foyers de fonctionnaires. Hein, enfin, vous prenez un centre comme le CNHU, il devait avoir un foyer des agents de CNHU où ils n'auront plus de problèmes de loyer, des problèmes de déplacement, ne serait-ce que cela. Et déjà, dans ces centres, ce que je dis, c'est pas pour aller très loin. Hein, vous allez au Nigeria tout près ici, vous verrez, vous allez à Accra, vous voyez tout un quartier de policiers où on n'a plus à s'occuper des problèmes de... Parce que c'est quoi, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit? On dit le salaire est maudit, qu'on n'arrive pas à subvenir à nos besoins, il faut joindre les deux bouts, et donc le médecin, enfin, l'agent qui soigne, il détourne les médicaments, il rançonne les gens, et tout ça contribue à alimenter, comment vous appelez, la corruption. Parce que dès qu'il commence, peut-être qu'il avait juste besoin de quoi payer son loyer, puis après il découvre que c'est rentable, il finit par se construire une villa, etc. Il prend des galons. Il prend des galons. Voilà, donc il y a... donc je dis, le premier palier, c'est la justice. En plus, il faut s'occuper maintenant de l'homme, hein, de l'homme qui est au contact des autres hommes. Hein, si on ne sait pas... Parce que vous savez, ce qu'on a remarqué dans les foyers de fonctionnaires, c'est quoi? C'est que vous avez l'éthique, vous avez l'œil de tout le monde qui vous surveille. C'est pas qu'on vous surveille, mais lorsque vous êtes dans un foyer, quand vous achetez une nouvelle voiture, tout le monde est au courant. Et on vous demande, même si on ne vous demande pas si vous avez trouvé de l'argent, vous-même vous devez vous justifier. Quand vous mangez même du poulet dans votre maison, dans votre chambre, on le sait à côté. Oh, imaginez un peu ce qui se passe. Vous avez l'argent. Et prenez par exemple la situation des enseignants. Aucun enseignant ne vit à Cotonou. C'est compliqué pour un enseignant de louer une chambre à Cotonou. Et ils pourtant, sont tous à la périphérie. Alors, vous ne pouvez pas vivre dans la ville, mais vous travaillez dans la ville. Vous prenez, je surprends souvent les policiers, les agents de la police, qui vont dormir devant les banques. Vous pensez qu'ils sont en faction, mais en réalité, c'est parce qu'il fait tard, il ne peut pas aller jusqu'à Cocotomé, revenir le lendemain. Et donc, bon, comme il a des copains là, il a envie de se reposer. Et parce que j'avais un frère qui me donnait régulièrement rendez-vous devant une banque. Je lui dis, mais toi, on t'a affecté ici ou quoi? Il dit, non, grand frère, mais pour moi, je préfère dormir ici. Le matin, je file rapidement pour rejoindre mon unité. Et donc, il faut maintenant prendre en compte les conditions de l'homme, les conditions de vie et de travail, comme ils le disent. Et en ce moment-là, on a réglé les problèmes de corruption. Et donc, pour le moment... Bon, oui, on attend peut-être qu'au niveau de la justice, ça bouge.
Avec voir si les choses vont aller mieux. Oui, Wilfried, on me dit sur la question, qu'est-ce qu'on attend pour poser les actes les plus significatifs, les actes que les Béninois attendent contre la corruption et contre l'impunité? Mais vous avez le sentiment, Wilfried Adon, qu'il n'y a pas d'acte. Et vous avez évoqué vous-même tout à l'heure une série de décisions que vous avez certes qualifiées de mesures conservatoires, mais qui entrent forcément dans le champ de la lutte contre la corruption. Quand vous évoquez l'affaire du domaine public de l'État, vous voyez le manque à gagner, à combien on peut l'évaluer? Prenez une parcelle de 100 mètres carrés qui doit être vendue à 300 000 francs le mètre carré et qui est cédée à 2 000 francs le mètre carré. Ça fait 298 000 francs en moins sur le mètre carré. Faites ça fois 100 et faites fois 200 hectares au moins. Il y a une moyenne parce que sur toute la berge, le prix n'est pas le même. Selon que vous vous retrouvez à Le Bélier là-bas, donc Le Bélier, ou que vous êtes vers l'aéroport, le prix n'est pas le même. Mais vous pouvez faire une moyenne globale en disant 125, 150 000 francs ou 200 000 francs. Calculez maintenant et vous-même vous voyez. Rien que ça. Si l'opération, et quand elle ira à son terme, vous verrez, parce que le ministre du cadre de vie a dit, nous allons informer l'opinion de ce que nous aurons récupéré quand ça va vraiment commencer. C'est des actions du genre. Maintenant, oui, la lutte contre la corruption, il ne faut pas qu'on fasse un refrain de ça. Il faut poser des actes forts. Il faut que la justice soit forte, qu'elle ait les moyens de faire son travail. Je ne donne pas dans la critique facile à l'égard de la justice en disant les magistrats ne font pas une fois. Non. L'État doit leur créer les conditions. Et c'est de la responsabilité du gouvernement et de son chef de créer les meilleures conditions pour que les magistrats, la justice dans son ensemble, donnent les meilleurs résultats dans le sens de la lutte contre la corruption. Et j'ai foi que la volonté du chef de l'État est intacte et que les actions vont être posées pour permettre justement à la justice de bien faire son travail. Alors, si vous le permettez, nous allons prendre nos auditeurs à présent, peut-être qui sont au bout de la ligne, 64 44 02 44 66 75 72 72. On me fait signe que le premier auditeur est en ligne. Bonjour, monsieur, à qui avons l'honneur? Bonjour, monsieur Wilfried Adou. Oui. Allô? Oui. Allô? À qui avons l'honneur? Voilà, Justin Nounayo depuis le rapport de Nouveau. Oui, monsieur Nounayo, allez-y pour vos questions. Ok, bon, je vous remercie. Je salue le plateau. Et j'ai méconnu mon journaliste chouchou ce matin. Je veux parler de M. Ongwedi. Et la politique, vraiment, quand il nous tient. Puisque tout à l'heure, quand il parlait donc du cas de M. Adjavon tout à l'heure, il a donné un exemple où les journalistes, tout le monde était associé à une enquête. Alors, pour le cas actuel, est-ce que sur la main sur le cœur, il peut nous dire que c'est bon, que tout le staff ne soit pas au complet et que c'est seulement la brigade du port seule qui enlève le scellé et qui fait le contrôle? Ça, c'est la première question. La deuxième petite question, c'est qu'il finisse donc son émission et qu'il descende maintenant et que, en tant que juriste, sans notification aucune, on le prenne et qu'on l'amène à la brigade. Est-ce que, comme pour le cas de Gavon, est-ce que c'est normal? Voilà mes deux petites questions qui me répondent à ça. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur Nayorou. Bonne journée à vous. Un autre auditeur est là. Bonjour. Oui. Bonjour, monsieur Adon. C'est Christian Padono de Sogo. Monsieur Padono, allez-y pour vos questions. Bonjour à vos invités. Moi, je m'adresse très rapidement à Wilfried Adon. Monsieur Adon. Vous vous adressez à moi? Je dis Adon, non, on peut dire. Ah oui, c'est mieux parce que si c'est à moi, vous ne risquez pas d'avoir de réponse. Oui, pardon. Et d'après l'explication de démarrage sur le dossier de M. Adjavon, est-ce que entre nous, c'est correct de dire que ça ne concerne pas le gouvernement? Le gouvernement est le premier garant du pays, non? Mais est-ce que c'est pas se moquer de la population que vous êtes en train de dire ça là maintenant? C'est une question qui me tient à cœur de vous poser. C'est pas de se moquer de nous, la population. Ah là, c'est une question. Je veux que vous me répondez. Je vous en prie. Bon dimanche à vous. Bonne journée à vous. Monsieur Quadono, un autre auditeur au bout de la ligne. Bonjour. Monsieur, bonjour. Qui avons Je l'honneur. salue vos invités. Eugène Wagnon, c'est mon nom. Oui, allez-y pour vos questions. C'est toujours un plaisir de suivre des débats avec ces deux journalistes. Écoutez, les initiés disent que le mensonge est comme un engrenage.
quand on met un doigt, pour le reste du corps, il passe. Monsieur Wilfried Léon Goumbedi, de vous à nous, croyez-vous en ce que cette histoire de poudre soit réelle? Bien que l'autre vous avez utilisé la formule sacrée, présomption de doute. Je le dis au vu de ce que nous avons vu en image. Et on parle de présomption d'innocence. Pardon? On parle de présomption d'innocence. Allez-y rapidement, parce qu'il y a d'autres auditeurs qui parlent. Bon, voilà. Il est parti. Un autre auditeur est là. Bonjour. Oui. Wilfried Adon. À qui avons l'honneur? Herman Metton de Vedocor. Monsieur Metton. Je dis bonjour à vos deux invités. Oui, allez-y pour vos questions. Merci beaucoup. 2 questions pour M. Wilfried Léon Goumbedi. La première, M. Goumbedi, est-ce que vous vous retrouvez dans toutes les décisions qui ont été prises jusque-là par le gouvernement dans tous les domaines et celles aussi de ceux-là qui sont nommés à différents postes? Deuxième point, par rapport à la décision concernant les étudiants, vous venez de dire que les gens peuvent écrire et que si la Cour constitutionnelle décide de quelque chose, le gouvernement va se plier, si je vous ai bien entendu. Mais, par rapport à la décision concernant l'SDG-ORTB, M. Stéphane Toudomain, je crois que la Cour constitutionnelle a désapprouvé la manière dont il a été débarqué. Mais résultat, on a constaté que le gouvernement a foncé tout droit dans sa logique et n'a pas corrigé. Une question pour M. Harry Michoubade. Lorsqu'on voit aujourd'hui l'environnement politique avec le projet du gouvernement, est-ce que, journaliste qu'il est, le peuple peut espérer, si déjà 6 mois après, on ne voit encore rien venir, le peuple peut espérer que dans les prochains jours, les prochains mois, les prochaines années, on aura satisfaction par rapport à tout ce qui est décliné. Je voudrais finir pour repartir sur M. Goumbedi pour dire, concernant le dossier ICC Service, on a l'impression que le gouvernement n'en fait même pas une préoccupation et que ça ne les concerne pas. Je voudrais lui demander si en sourdine dans les coulisses, il entend parler de ce dossier qui peut surgir à tout moment pour le bonheur des victimes et spoliées que nous sommes. C'était Herman Metton. Je vous souhaite une excellente journée dominicale. Merci beaucoup, M. Metton. Bonne journée à vous. Nous allons prendre le dernier pour boucler la liste. Bonjour. Allô? À qui avons l'honneur? Oui, bonjour, monsieur. Oui. Oui, c'est M. Diderot de Porte-Nouveau. Oui, M. Diderot, nous vous écoutons. Oui. Bon, je voulais dire à M. Wilfried que le programme d'action jusqu'à l'heure là où je suis en train de vous parler n'existe pas encore. Je dis que le programme n'existe pas. Ce qu'on nous a ajouté, le ministre d'État nous a ajouté la dernière fois, c'est juste quelque chose pour faire calmer au fait ceux qui demandent chaque fois à avoir le programme d'action. Comment vous pouvez dire ça? Vous faites partie de ceux qui ont élaboré le document, M. Diderot? Monsieur, je suis bien placé. Je dis bien que je suis bien placé. Et vous allez voir d'ici quelques temps encore, ils vont vous ajouter que c'est dans les coulisses, que c'est pas encore sorti. Les 800 milliards dont parle M. Wilfried. Allô? Oui, allez-y. Oui, les 800 milliards dont parle M. Wilfried. Moi, je suis encore bien placé pour lui dire que c'est les anciens projets PPP dont ils ont renégocié avec le gouvernement actuel sur ces projets-là que le gouvernement veut remettre maintenant là, dans le budget actuel, le budget de 2000 et quelques milliards de francs CFA. Et je vous dis que ça fait environ 600 milliards. Le budget même de l'État actuel, si on doit dire les deux composantes qui concernent les régies internes et puis les institutions de Bretton Woods ou bien les coopérations, ça fait environ 1400, 1500 milliards de francs CFA. Maintenant, les composantes PVP, c'est ça qui s'ajoute, qui s'y greffe, et ça fait 500, 600 milliards de francs CFA. Donc, ça fait au total 1010 milliards de francs CFA. Donc, il ne faut pas venir sur les chaînes pour bluffer au fait la population. Maintenant, en ce qui concerne, je n'ai pas fini. Oui, vous avez encore 30 secondes maximum. Oui, je n'ai pas fini. Maintenant, les 39 milliards de francs CFA dont on nous a ajouté, c'est rien d'autre que les cumuls prévisionnels au fait des budgets sur les 5 dernières années à venir. Monsieur, je vais vous dire, c'est que je n'ai pas assez d'explication, sinon je viendrai, je vais vous expliquer point par point comment tout ça. Mais
En conclusion, vous êtes en train d'insinuer que le programme n'existe pas encore. Le programme d'action n'existe pas. Très bien. Bonne journée à vous, Monsieur Diaro. Vous êtes le dernier à intervenir. Nous allons revenir ici dans le studio. Pourquoi est-ce que vous trouvez normal, demande M. Nayonwu, parce que la plupart des questions, il n'y a pas une seule question adressée à Rémi. Je crois que toutes les questions sont adressées au directeur de la communication à la présidence de la République. La brigade du port a opéré seule. Pourquoi est-ce que vous trouvez que c'est normal? Puisque dans le cas que vous aviez évoqué tout à l'heure, vous y étiez, il y avait des journalistes, il y avait beaucoup de services qui étaient associés à cet exercice-là, mais ils pensent que cette fois-ci, c'est seulement la brigade du port qui a opéré. Merci Wilfried. Je voudrais remercier tous nos intervenants pour leur préoccupation. Même si j'observe qu'il y en a qui n'ont pas forcément suivi de façon attentive les explications ou les développements que nous avons faits ici. S'agissant du port, le cas que j'ai donné, moi, j'ai dit, ils étaient, peut-être que je ne l'ai pas signalé, ils étaient en fin d'opération quand nous avons été invités pour le relais médiatique. Voyez-vous. Dans le cas d'espèce, moi, s'il n'y avait pas eu la sortie, par exemple, de M. Adjavon, je n'aurais pas été informé de cette affaire. Peut-être qu'il n'était pas encore au niveau où il devait être avant d'inviter la presse, comme il y a 3 mois à peu près, pour qu'on en parle. Et s'ils m'ont bien suivi, c'est moi encore qui ai rappelé le principe de la présomption d'innocence. Et qui ai même dit mon souhait personnel qu'à l'arrivée, on entende tous que M. Adjavon, c'est pas à méprise que son nom a été mêlé à cette affaire. C'est encore moi, donc je ne vois même pas encore en quoi j'aurais varié par rapport à qui je suis. Bon, alors est-ce que c'est normal de dire que cette affaire ne concerne pas le gouvernement? Oui, mais écoutez, monsieur, pardonne-nous. Je suppose que c'est un père de famille. On a développé à foison tout à l'heure sur l'état de droit, la séparation des pouvoirs. Il est un père de famille. Je suppose qu'il a 3 enfants. Et il confie à l'un la responsabilité de balayer la devanture de la maison, à un autre de nettoyer le salon, et à un 3e de récurer les assiettes. Il rentre chez lui et il constate qu'une tâche n'a pas été exécutée. Qui il interpelle en premier? C'est le préposé à cette tâche-là. Et il appelle, il veut savoir pourquoi. C'est du même ordre ce que nous disons là. La séparation des pouvoirs exige que la justice et ses services connexes fassent leur travail et nous renseignent. Donc le gouvernement ne viendra pas dire quelque chose dans un dossier qui ne le concerne pas. Oui, peut-être. Souvent, il y a des gens qui estiment que, on n'aurait pas pu garder, ainsi que c'est fait là, Sébastien Adjavon, si le gouvernement n'est pas informé. Mais vous convenez avec moi que tout ça n'est que supputation. Vous convenez bien avec moi. Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de notre devoir d'éducation. Il faut dire, tous ceux qui souhaitent que le gouvernement intervienne, le gouvernement serait intervenu pour cette affaire-là, et ceux qui pensent que c'est sa main qui est derrière vont dire oui, on vous l'avait bien dit. Sinon, qu'est-ce que le gouvernement est venu chercher dans une affaire qui concerne la justice? Le gouvernement observe comme nous tous et n'entend certainement pas se mêler de ça, comme on a pu le voir avant et dans d'autres pays. J'espère que nous serons tous informés par les instances qui sont à pied d'œuvre pour qu'on sache précisément de quoi il était question dans cette affaire. Alors, mettons, Eman, est-ce que vous vous retrouvez dans toutes les décisions que prend le gouvernement dans tous les domaines? Alors, d'abord, je dois lui dire que je ne siège pas au gouvernement. Première chose, je ne siège pas au gouvernement. Ensuite, ceux qui siègent au gouvernement sont des hommes, ou sinon des humains. Et à ce titre, ils sont susceptibles d'erreurs. Moi, je ne fais pas la langue de bois pour venir dire que tout ce qui se fait est bien. Je ne fais pas la langue de bois. Il se peut qu'il y ait des erreurs. Et c'est des humains. S'il y a des erreurs, il appartient à ceux qui font le travail de vigie de dénoncer. Il appartient aux citoyens de déférer les erreurs devant les instances qui sont habilitées pour les sanctionner. Donc, il ne sera jamais dans le propos de Wilfried Léon Ngoumbedji d'aller s'asseoir dans un studio de radio sur un plateau de télé pour dire le gouvernement est parfait, les gens qui sont là, ils font tout bien. Ça ne sera jamais ma responsabilité. Très bien. Alors, le gouvernement reviendra sur sa décision si évidemment la Cour constitutionnelle était saisie et que elle cassait la décision, le décret du gouvernement. Et on a rappelé l'ORTB. l'ORTB. Alors l'ORTB, le gouvernement n'a pas corrigé. Non, déjà je voudrais dire, si mon ami, mettons, a bien lu la décision de la Cour relativement à l'ORTB, nulle part il n'était question de réinstaller ou de réhabiliter M. Todomé. La Cour a constaté que la procédure était mauvaise. Le gouvernement a pris acte et a pris un décret qui
corrige la situation, donc pour que l'intérim soit organisé comme il faut. Donc, si la Cour avait dit, vous devez remettre M. Todomé dans ses fonctions et qu'on ne l'a pas fait, je comprendrais parfaitement le commentaire que fait M. Menton. Maintenant, dans une posture comme celle-là où la décision de la Cour est intervenue, un gouvernement peut dire, bon, je reviens sur ma décision, je remets M. Todomé là. Un autre peut dire, oui, je prends acte et je corrige ce qui est fait. Voilà. Très bien. Alors, l'environnement politique actuel peut-il permettre au peuple d'espérer? J'avoue que je n'ai pas très bien compris la question, mais peut-être que vous l'avez compris. Oui, ça, c'était une question qui était adressée à Arimi Soubaré. S'il espère qu'avec l'environnement politique, là, le peuple peut, dans quelques mois ou dans quelques années, je suis sûr que c'était juste une manière pour lui de... Parce qu'il a constaté que tout le monde m'a oublié, et puis il a voulu... Non, c'est pas une question en tant que telle. Je suis au regret de lui apporter des réponses conséquentes. Bon, ben, le dossier ICC Service, oui. Le gouvernement n'en fait pas du tout cas. Est-ce qu'on peut espérer qu'un jour le gouvernement en parle pour que... Je connais l'intérêt de Herman Menton pour le dossier Service. Je connais la bagarre qu'il a menée, les sacrifices qu'il a fait. Et je lui rappelle une fois encore que je ne siège pas au gouvernement, mais si le gouvernement devait l'oublier, peut-être qu'un jour j'aurai la possibilité de dire aux membres du gouvernement, mais il y a des populations qui s'inquiètent de sort de ce dossier-là, qu'est-ce que ça va devenir? Mais encore une fois, dossier service, est-ce que c'est dans les mains de la justice, oui ou non? Depuis l'ancien régime, laissons la justice faire son travail. Et je voudrais finir pour dire à M. Dioro, le PAG n'existe pas. Mais c'est son droit de citoyen béninois de penser ce qu'il veut. Le gouvernement de la République a fait l'annonce qu'il a adopté son programme d'action du gouvernement pour le quinquennat. Et puis il dit, ce n'est que le cumul des budgets prévisionnels sur les 5 ans. Quoi de plus normal, si c'est le cas? Parce que le gouvernement est là pour 5 ans, il voit ce qu'il va faire comme investissement, et il le dit. Là, je ne trouve même pas quel problème il y a. Maintenant, il peut, lui, douter de la qualité du programme annoncé. C'est son droit de citoyen. Mais il ne déniera pas aux autres de croire qu'ils ont adopté un programme d'action du gouvernement qui va être incessamment présenté à l'opinion, même s'il dit, lui, qu'ils viendront vous dire après que ce n'était pas le cas. Je l'invite. Ben, il dit qu'il est bien placé pour le dire, mais il n'a pas décliné son titre, non, donc on ne peut pas apprécier. Moi, je l'invite simplement à attendre que le document soit présenté. Et peut-être que si on a ses contacts, on l'invitera à la cérémonie de présentation du programme d'action du gouvernement. Alors, 2 minutes pour boucler rapidement cette émission. 1 minute pour Arimi Soubaré. Qu'est-ce que vous avez, à dire qu'on ne vous a pas demandé? Oui, c'est vraiment pour la politique au Bénin, il faut la moralisation. C'est très important. On ne peut pas continuer. La moralisation de la vie publique. Oui, ça passe par le financement, la traçabilité de l'argent en politique. Parce que c'est des gens qui parlent en notre nom. Ils font tout en notre nom. Ils disent qu'ils veulent faire notre bonheur. Mais il faudrait qu'on sache où ils trouvent l'argent pour faire tout ça. Si quelqu'un est allé chercher son argent pour faire moi mon bonheur, il y a un problème. Nous sommes en République. Hein? Et voilà les conséquences. Aujourd'hui, même dans le discours où on dit aujourd'hui que c'est les réseaux sociaux, etc. Mais même circuler dans la rue, et vous allez entendre, vous avez vu des pneus brûlés. En temps normal, quelqu'un qui est... Vous avez vu, on peut faire le parallèle avec l'interpellation du président Talon. À ce moment-là, il n'était pas... C'est vrai que, bon, il était un peu connu dans le milieu politique, mais pour la population, c'était pas encore un acteur politique majeur. Et donc, c'est vrai, les gens, bon, il y a eu quelques, je dirais, une mobilisation plus ou moins moyenne à l'époque. Mais aujourd'hui, vous voyez, c'est partout. Parce que c'est un candidat qui a porté des voix, qui a des fans et tout ça, des comités de soutien un peu partout, des députés qui l'ont soutenu, etc. Et à la fin, au bout de 3 mois, au bout de 6 mois, il se retrouve là où il est. Vous craignez que cette histoire devienne la fête d'État comme ce fut il faut replacer la politique dans son contexte et séparer la politique des affaires. Très bien, Wilfried Léon Ngoumbegui. 1 minute aussi. Moi, je rêve du Bénin grand. Et j'ai foi que nous allons y arriver. Très bien, il est temps de rendre l'antenne
Georges Ponon, donc Wilfried Léon Mbedi, directeur de la communication à la présidente de la République, et Arimi Choubari, conseiller technique à la communication du président de l'Assemblée nationale, étaient nos invités aujourd'hui. Messieurs, merci d'être venus en direct éclairé de votre opinion l'actualité de la semaine. Georges Ponon, Wilfried Adon, nous vous remercions de continuer à nous rester fidèles. Rendez-vous dimanche prochain, même fréquence, avec un nouvel invité, si Dieu le veut. Le grand rendez-vous.